Bonjour et bienvenue à ce panel de discussion de la gouvernance au féminin qui démarrera dans quelques instants. Mais avant tout, permettez-moi de vous donner un peu de contexte sur les raisons qui nous ont motivés à discuter du thème de l'épuisement professionnel chez les femmes depuis la pandémie. Ces informations sont tirées en partie d'une recherche du Canada Pension Plan à laquelle la gouvernance au féminin a contribué. La crise de la COVID-19 nous a tous touchés, mais ses répercussions sur la main-d'œuvre féminine ont été dévastatrices. En quelques mois seulement, le taux d'activité des femmes au Canada a atteint son plus bas niveau depuis 30 ans en raison des licenciements et des changements dans notre façon de vivre et de travailler. Les répercussions menacent maintenant le bassin de femmes dirigeantes de la prochaine génération, ce qui pourrait renverser une grande partie des progrès réalisés dans les entreprises canadiennes en matière de diversité et d'inclusion, en plus de créer un écart de rendement économique dont nous subirons tous les conséquences. Contrairement à la grande récession de 2008, au cours de laquelle 8 pertes d'emplois sur 10 avaient touché des hommes, cette fois-ci, ce sont les femmes qui ont subi les plus fortes pertes d'emplois et retournent au travail à un rythme plus lent. De plus, elles ont subi de façon disproportionnée les pressions liées à la conciliation de l'emploi et des responsabilités familiales et ménagères, ce qui a influé de manière significative sur leur productivité et leur bien-être mental, et un nombre alarmant d'entre elles envisagent maintenant de quitter complètement le marché du travail. Avant la pandémie, les femmes faisaient déjà 2 à 3 fois plus de travail invisible par jour que les hommes. Un tiers des Canadiennes disent que le temps passé aux tâches ménagères et à la famille a augmenté de 2 heures par jour depuis le début de la pandémie. D'après Statistique Canada, depuis mars 2020, 63% des pertes d'emploi concernaient les femmes et 1,2 million de femmes ont perdu au moins la moitié de leurs heures de travail. Les conséquences sont désastreuses, avec des niveaux de stress plus élevés, stress émotionnel, stress financier, manque de temps libre, manque d'équilibre, isolement des collègues, etc., et résultent en un risque accru d'épuisement professionnel. Pour comprendre l'incidence de la pandémie sur l'équité au sein des entreprises, nos prestigieux panélistes discuteront donc des mesures que les femmes, les entreprises et les décideurs peuvent prendre pour protéger les gains réalisés jusqu'à présent et assurer les progrès futurs. Je vous invite à tour de rôle à vous présenter en mentionnant ce qui vous a incité à accepter de participer à cet événement. 2 à 3 minutes chacun. On va commencer par Manuel Hudard, puis Bana, comme j'aime l'appeler, comme beaucoup d'entre nous la surnommons, qui est également une amie. Et nous finirons par Dr Horacio Arruda. Alors, Manuel, on t'écoute. Merci beaucoup, Caroline, puis bienvenue à tout le monde, bienvenue aussi à mes collègues panélistes. Pourquoi ce sujet-là est si important? On va essayer d'en toucher tous les contours aujourd'hui. Mais d'abord, pour moi, comme présidente de la CNESST, c'est un organisme qui travaille, comme vous le savez, en santé et sécurité au travail, qui soutient les milieux de travail, mais aussi la CNESST. Elle a une mission en normes du travail. Beaucoup d'aspects de la pandémie ont touché les normes du travail, la stabilité de l'emploi, les conditions de travail justes et raisonnables de ces femmes-là. Également, l'équité salariale, ça relève de la mission de la CNESST. On va l'aborder probablement aujourd'hui, tous les aspects de rémunération, d'équité salariale et autres. Et aussi, l'indemnisation des victimes d'actes criminels fait aussi partie de la mission de la CNESST. On va voir des aspects de la pandémie à divers ordres de la mission de la CNESST. Nous, on a été très actifs pendant la pandémie pour s'assurer de couvrir tous les angles des normes sanitaires, mais également ces angles-là en matière de santé psychologique sont extrêmement importants et qu'il faut aborder. Alors, merci pour ce panel. Outre le fait que c'est important pour moi en tant que présidente de la CNESST, c'est important en tant que femme, en tant que mère de famille aussi également. Et je pense que c'est un sujet qui est éminemment complexe, mais pour lequel aujourd'hui, on va s'assurer de couvrir l'ensemble des aspects et de renseigner l'ensemble de l'auditoire qu'on a avec nous aujourd'hui. Alors, merci infiniment pour cette invitation. Merci à toi d'avoir accepté avec autant d'enthousiasme et d'empressement. Bana, pour ta part? Alors, merci Caroline de m'avoir invitée aujourd'hui. Merci et bonjour à tout le monde. Moi, je suis médecin depuis plus d'une vingtaine d'années, enseignante donc dans le programme de résidence de médecine familiale à McGill. Et il y a quelques années, quand j'ai eu mon premier bébé, j'ai cru que je faisais une dépression postpartum, mais très rapidement, j'ai réalisé que c'était un burn-out.
que j'avais fait et qui avait traîné avec moi depuis quelques années, et que cette grossesse était finalement la dernière goutte qui avait fait sortir ce burn-out chez moi. J'ai regardé autour de moi, j'ai réalisé que c'était un tabou et que j'étais pas la seule, et que les chiffres alarmants de burn-out auprès des médecins ainsi que le suicide étaient bien plus élevés que la population. Et comme j'ai le bonheur d'avoir un deuxième métier de cinéaste, voilà, j'ai décidé de faire un documentaire là-dessus, qui est sorti donc à Radio-Canada, qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Les médecins pleurent aussi, qu'on montre régulièrement dans les universités. Et avec l'Association médicale canadienne, j'ai eu le bonheur pendant plus de 2 ans de faire plus de 70 conférences à travers le Canada, où nous avons essayé de casser le tabou de burn-out et de suicide auprès des médecins. Ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Et l'été dernier, j'ai eu l'honneur d'être invitée par les Nations Unies pour parler de l'inégalité de la pratique médicale chez les femmes médecins, où on a parlé beaucoup de burn-out. Et donc, quand ma chère Caroline, tu m'as demandé de venir pour ce panel, c'est mes dadas, c'est mes sujets, je ne pouvais que dire que oui. Merci beaucoup. Tu as effectivement une expérience et une expertise qui nous seront extrêmement importants pour cette discussion. Docteur Arruda? Ben, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Premièrement, je ne suis pas une femme, je tiens à vous le dire tout de suite, mais je suis un gars de santé publique. Et quand on parle de santé publique, j'aimerais ça que les gens comprennent que ce n'est pas seulement les maladies infectieuses, et que ce n'est pas seulement les crises d'épidémie, mais on travaille sur tout le contexte social dans lequel les gens doivent vivre et vont grandir. Et je vous dirais, on travaille beaucoup en amont. Pour moi, à mon avis, il est très important d'introduire la notion de prévention dans toutes ses facettes. Et ça commence très jeune, très jeune, même avant même la naissance, des interventions qu'on peut faire pour réduire les inégalités de santé. On sait que les femmes sont souvent, je vous dirais, contraintes et vivent plus d'inégalités de santé même que certains hommes. Donc, et la santé de la mère est très associée à la santé de l'enfant. C'est vrai en Afrique pour des maladies infectieuses, mais c'est ici aussi vrai ici pour des questions psychologiques, d'utilisation de drogues intraveineuses et autres chez des gens qui vont avoir des répercussions sur leur famille. Et je pense aussi qu'il faut travailler comment on voit la femme dans la société, la relation entre les hommes et les femmes, je vous dirais comment les femmes peuvent avoir une bonne estime d'elles pour pouvoir faire face aux défis de l'avenir. Moi, je trouve ça très important qu'on travaille un peu le rôle des hommes et des femmes. Il y a plusieurs programmes qui ont été mis en place pour permettre une plus grande implication du père dans la famille et aider aussi aux tâches, les tâches invisibles dont vous parlez, là, qui sont souvent le poids malheureusement des femmes encore dans plusieurs modèles. Donc, il faut vraiment investir, à mon avis, dans ces éléments-là. Et je pense que du côté de la prévention, nous, on a cette préoccupation-là de réduire les inégalités et de voir que souvent les femmes étant très touchées par ces inégalités, il y a un impact. Et au-delà, maintenant, je vous dirais des maladies physiques, maladies cardiovasculaires, maladies chroniques, diabète, etc. Il y a aussi toute la question du stress, hein, et il y a un continuum je vous dirais, de stress, de burn-out, de maladies mentales qui peuvent subvenir, mais on se rend compte que c'est très important en milieu de travail de donner les conditions pour permettre aux gens de mieux grandir comme tel. Et je pense que cette inégalité entre les hommes et les femmes doit être corrigée à moyen et long terme. Espérons que nos prochaines générations vont faire mieux que ce que nous, on a fait comme hommes dans nos générations actuelles. Merci beaucoup et encore une fois, merci. On sait tous et toutes très bien combien votre horaire est chargé. Et alors, merci d'être ici. Pour nous, c'est essentiel d'avoir non seulement votre opinion professionnelle, mais aussi à la gouvernance au féminin. On s'assure toujours d'avoir des intervenants masculins parce que c'est la richesse de nos débats, justement, qui en est impacté positivement parce que c'est d'avoir l'input des hommes et des femmes qui va vraiment nous amener à atteindre notre objectif, qui est un objectif de société. C'est pas juste dans l'intérêt des femmes, mais c'est vraiment dans l'intérêt de la société dans son ensemble. Alors Manuel, je vais commencer par te lancer la première question. En quoi la thématique de l'épuisement professionnel chez les femmes en contexte de pandémie est une préoccupation tant au point de vue professionnel que personnel? Alors, au point de vue professionnel, je vous dirais qu'au niveau de la CNESST, le fait, tantôt j'ai parlé un peu de la mission de l'organisme,
on regarde plus particulièrement par rapport à la pandémie, comment certaines catégories d'emplois ont été plus directement affectées, hein, que ce soit par l'augmentation de la charge comme telle, par exemple, ou le fait que certains services essentiels aient été maintenus. Rappelons-nous, on a parlé tout à l'heure, le 13 mars, notre vie a basculé, mais aussi le fait de vie de beaucoup de femmes a basculé. Celles qui dispensent les soins de santé, celles qui dispensent des services essentiels, les caissières, les préposés à l'entretien ménager. On parle de catégories d'emploi à prédominance féminine, en même temps celles qui s'étaient tenues de maintenir le télétravail à la maison, en présence souvent de jeunes enfants, donc on parle aussi d'une charge mentale qui a pu augmenter. Et la CNESST, avant la pandémie, commençait déjà à travailler sur toute la question de la santé psychologique importante, hein, dans le cadre du travail, effectivement. La pandémie a fait en sorte qu'on a accéléré cette réflexion-là, ce qui va m'amener à vous en parler tout à l'heure. Au niveau plus personnel, un peu comme Bana l'a mentionné tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a des choses comme femmes qui nous touchent plus particulièrement, comme mère de famille aussi, et probablement que la plupart de notre auditoire aussi a des tâches multiples, par exemple de proches aidants pour leurs parents, de mères de famille pour les enfants, d'aide par rapport à l'ensemble de la famille. Alors, c'est très important pour nous, dans le cadre de la mission de la CNESST aussi, de pouvoir ramener l'importance du travail, l'importance de l'épanouissement aussi au sein du travail. L'Organisation mondiale de la santé le reconnaît aussi, d'où l'importance aussi qu'on aborde ces aspects-là dans un cadre professionnel aussi également. Donc, c'est un peu ce qui me touche là, au niveau personnel et professionnel pour répondre à ta question, Caroline. Merci beaucoup, Manuel. Bana, l'épuisement professionnel chez les femmes en général est plus élevé, Oui. mais notamment chez les femmes soignantes. Quelle est la différence qu'on peut voir en termes de prévention? Qu'est-ce qu'on peut faire de particulier afin d'aider ces femmes-là? Je vous dirais que c'est vrai que le burn-out chez les soignantes, qui actuellement en première ligne représente presque 80% de nos soignantes, sont vraiment malheureusement très élevés. Mais c'est vraiment les mêmes facteurs de risque qu'on retrouve chez ces femmes en fait. Et c'est toujours la fameuse question de conciliation travail et famille. Ce travail invisible est là, est présent, il n'est pas gratifiant, il n'est pas reconnu. La moyenne, on dit que ça a augmenté, mais déjà en moyenne, on parlait de travail invisible de 25 à 35 heures par semaine. C'est énorme. Donc, c'est le ménage, c'est l'éducation des enfants, puis là, la génération sandwich, quand on parle de s'occuper de nos enfants, et à un moment donné, c'est nos parents qui vieillissent, il faut s'occuper de nos parents. Moi, je connais une femme médecin extraordinaire, elle a arrêté, là, elle est dans la soixantaine, début soixantaine, donc c'est parce que sa mère est malade. Elle était plus capable, il fallait qu'elle s'en occupe. Donc, on a perdu un joueur dans le domaine de la santé parce que c'était quelque chose qu'elle était à un moment donné plus capable de concilier. Donc, oui, c'est vrai que les hommes nous aident, c'est vrai, mais les études montrent que c'est surtout au niveau de l'éducation des enfants. Et puis nous, notre nature de femme, on a tendance à ne pas vouloir déléguer, on veut tout faire, on veut que tout soit parfait autant à la maison qu'au travail. Donc, cette nature de vouloir tout faire, d'être maternelle par rapport à tout le monde, que ça soit les femmes dans d'autres domaines ou soignants, je vais vous dire honnêtement, c'est les mêmes facteurs qu'on va retrouver. Il y a bien sûr d'autres facteurs au niveau du travail. Cet été, quand je l'ai présenté aux Nations Unies, c'était l'inégalité salariale, ma chère Caroline, existe aussi au niveau des femmes médecins. Les postes importants pour ta belle fondation qui prêche pour ça, c'est les mêmes problèmes. On a peu de postes élevés pour les femmes au niveau décisionnel. Ça va être souvent les hommes qui vont avoir cette place-là. Le harcèlement sexuel est là. Au niveau des femmes médecins, je peux te dire qu'il y a 30% de femmes médecins qui ont eu une expérience de harcèlement sexuel, et là-dessus, 40% c'était de façon tellement sévère que ça a affecté leur carrière. Alors, c'est quelque chose qui est quand même énorme, une femme médecin sur 3. Et puis, je vous dirais que le télétravail, oui, ça a des bons côtés, mais on entend souvent, puis moi, je suis en train de le vivre en médecine,
on veut une cadence plus accélérée. On veut plus de productivité. Donc, j'entends des femmes qui me rapportent qu'ils reçoivent des emails à 6 heures du matin, à 11 heures du soir, la fin de semaine. Ça, c'est pas normal. Là, la qualité de vie est en train d'être complètement affectée par ça. Nous avons aussi nos enfants, comme tout le monde, à la maison en virtuel. Ça m'a pris plusieurs mois avant que mes enfants n'ouvrent pas la porte et qu'ils comprennent que maman travaille et qu'elle est en train de faire du virtuel. Donc, tout ça mélangé fait que le burn-out est malheureusement encore plus élevé chez les femmes depuis la pandémie. Et c'est bien inconscient envers les femmes médecins sont une réalité dont j'avais d'ailleurs parlé il n'y a pas si longtemps où il y avait eu un article que j'avais partagé sur les femmes médecins qui n'étaient pas respectées de la même manière, mais pas simplement par les hommes, mais aussi par les femmes. C'est-à-dire que les infirmières vont dire docteur Tremblay quand il s'agit de Martin Tremblay, mais dire Isabelle quand il s'agit de docteur Isabelle Tremblay. C'est pourquoi justement dans notre discussion en préparation, je mentionnais au niveau des noms puisque Bana, donc docteur Ejazi est une amie personnelle, puisque maître Manuel Houdard, donc Manuel est une amie également. J'allais appeler Bana et non docteur Ejazi. Alors docteur Arruda m'a dit moi je veux être traitée à la même enseigne, alors c'est Horacio. Alors, Horacio, pour ta part, tu nous avais mentionné dans la session de préparation le lien que tu vois entre la santé maternelle et la santé des enfants. J'aurais bien voulu que tu élabores là-dessus. Bon, c'est très clair. C'est vrai, on peut voir cette image-là en extrême, si vous me permettez, en Afrique, hein, où on voit que la mère, quand elle peut allaiter adéquatement, qu'elle peut donner de l'eau adéquate aux enfants, c'est vraiment souvent la mère qui est en lien direct avec l'enfant. Notamment dans ces cultures-là. Mais donc, c'est clair que la santé de la mère, elle a un impact sur les enfants. Et idéalement, il faudrait que la santé de la famille ait un impact sur les enfants. C'est-à-dire qu'il y aurait un équilibre, je vous dirais, entre ce que font les hommes et font les femmes. Mais donc, la santé de la mère, elle est majeure. Elle est aussi importante aussi en tant que modèle pour ses propres filles, éventuellement. Hein. Je veux dire, si on veut en arriver à changer les stéréotypes, qu'une mère puisse à la fois faire des choses. Et ça se commence très, très tôt, hein, en tout petit, là. Je veux dire, c'est un travail de société que de changer, que de permettre aux gens d'adopter l'estime de soi aussi. On parlait tantôt, l'estime de soi, c'est majeur pour la prévention des maladies de santé mentale ou des problèmes de dépression. Et donc, la façon dont on éduque nos filles par rapport à nos garçons, à ne pas exprimer ce qu'elles ressentent, etc., pour pas déplaire. On parlait tantôt, là, je pense qu'il faut falloir qu'on change un peu ces modèles-là, qui sont... il y a une nature, la nature fait que c'est la mère qui porte l'enfant, mais il peut y avoir un attachement très important du père vis-à-vis de l'enfant s'il y a des soins qui sont donnés. Il faut pas retarder cet attachement-là. Donc, moi, je pense que la santé de la mère, la santé aussi de toute la population est majeure actuellement dans un domaine où, même pour l'économie, si vous permettez, il faut voir nos ressources actuellement là, sont de plus en plus le cerveau humain et ses capacités de faire des choses dans une société où on a sorti un peu de l'ère industrielle. Et je pense que si on veut avoir des gens en milieu de travail qui sont bien, il faut en prendre soin. Les compagnies ont commencé à comprendre qu'il y a des problèmes de ressources humaines très, très, très importants actuellement. Et je pense que si on prend soin de nos gens, si on est capable d'aider à ce que les technologies ne deviennent pas un piège, parce que vous l'avez dit, là, sans cellulaire, je me sens presque nu parce qu'on peut me rejoindre n'importe quoi. Il y a un abus à un moment donné, puis ça prend un équilibre entre la vie personnelle, le travail et la vie familiale. Et je pense que nos décisions comme société sont majeures dans cet élément-là. Je vais arrêter ici parce que je pourrais parler pendant des heures et des heures. Vous allez avoir d'autres questions. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est d'avoir l'échange avec les collègues. Exactement, puis c'est tellement important le lien qu'il peut y avoir entre le bien-être psychologique des employés dans une entreprise et la performance financière de cette entreprise-là. Moi, j'ai passé 5 ans à la tête du plus important programme d'aide aux employés au Canada, Morneau-Shepell, il y a de cela plus d'une décennie. Mais à l'époque, les discussions que nous avions avec les employeurs tournaient vraiment autour de l'avantage de l'employeur de soutenir les employés qui étaient aux prises avec des problématiques qui, traditionnellement,
on disait que ça n'était pas le problème de l'entreprise. Si un employé a des problèmes financiers, a des problèmes de couple, a des problèmes de consommation, ou peu importe ce que c'était, mais dans les faits, c'est le problème de l'entreprise parce que cet employé a besoin du soutien qu'il lui faut pour retrouver un mieux-être psychologique et donc mieux contribuer dans ses fonctions. Manuel, quel est le rôle de la CNESST en matière de santé psychologique et de harcèlement psychologique aussi? Bana l'a mentionné brièvement tout à l'heure. Quel est le rôle de la CNESST dans le contexte du milieu de travail? Oui, merci pour la question. Je fais du pouce sur justement ce que tu viens de mentionner par rapport aux coûts. Hein, on se rend compte aujourd'hui comment les coûts sont importants en matière de santé psychologique, un coût important même en matière de productivité. On dit qu'il y a des coûts associés de l'ordre, je pense, c'est de 17% de la masse salariale. Et comme Horacio le mentionnait tout à l'heure, il y a un retour sur l'investissement. Un retour, on dit qu'un investissement en santé, hein, le retour varie de 2,75 $ à 4 $ de retour. Et donc, c'est là que c'est important, non seulement pour le bien-être de nos employés, des travailleurs et travailleuses, de s'épanouir au travail, mais aussi en termes de productivité, en termes, tout à l'heure, on en a parlé, d'estime de soi. J'ai parlé de l'Organisation mondiale de la santé qui relie aussi tous les aspects du travail à l'estime de soi. Et rapidement, au niveau de la CNESST, qui est un organisme paritaire, hein, nous, on fait partie en fait, on est représenté tant des représentants des travailleurs que des employeurs. Et rapidement, comme je le disais tantôt, avant la pandémie, il y avait déjà une réflexion, c'est dans notre planification stratégique, déjà dans une réflexion qu'on avait entamée fin 2019. Et ça nous a juste propulsé, dans le fond, un petit peu plus rapidement en termes d'organisation de nos travaux dans ce contexte pandémique. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait de façon plus particulière à la CNESST? Déjà, que ce soit au niveau de la COVID, dans nos 26 guides, parce que rappelons-nous, pour réouvrir des secteurs qui avaient été confinés au printemps, chaque secteur a eu son guide et un guide générique aussi pour l'ensemble des secteurs. Et dans ce guide-là, déjà, on avait mis une section sur les risques psychosociaux. L'importance, même en temps de pandémie, mais dans un contexte aussi habituel, d'identifier les risques psychosociaux, donc que l'employeur puisse les identifier et que ça fasse partie de la prévention, parce que l'important, c'est effectivement de les aborder en termes préventifs et non pas en termes curatifs. Ça coûte beaucoup plus cher. Le mal est fait en termes curatifs, donc il faut les aborder, mais déjà en se disant qu'on avait un investissement dans la prévention auparavant, on les aborde de cette façon-là. Donc, tant les aspects pandémiques au niveau de nos guides, il y a une section complète, mais au niveau aussi de toutes nos campagnes, les stratégies jeunesse, s'assurer que les bons comportements puissent être acquis dès le jeune âge, un peu comme Horacio le mentionnait tout à l'heure, s'assurer qu'on est présent, pas juste dans les milieux de travail, mais à l'école aussi également, donc avec des programmes aussi qui s'adressent aux jeunes, s'assurer aussi qu'on couvre l'ensemble des aspects, parce que je le disais tantôt, on couvre aussi les aspects de santé psychologique, donc tout ce qui est harcèlement psychologique, harcèlement sexuel. Il ne faut pas penser que parce que les gens sont en télétravail, qu'il n'y a pas du cyberharcèlement. Et vous avez parlé tout à l'heure d'hyperconnectivité, l'importance aussi de s'assurer d'un certain bien-être et de travailler pour faire en sorte que on applique nos normes de télétravail de façon aussi sensée en maintenant la santé psychologique aussi de nos travailleurs et nos travailleuses qui sont, hein, en termes de capital, on parle souvent de capital humain, un capital, c'est notre richesse, le bien le plus précieux, c'est nos travailleuses et nos travailleurs. Donc, la CNESST amène justement la réflexion et on espère qu'elle va se poursuivre aussi post-pandémie, mais l'amène dans le cadre de la pandémie. Et j'aurai l'occasion tantôt de parler d'autres gestes, par exemple du projet de loi 59, là où on a cristallisé en quelque sorte tous ces aspects psychologiques là, dans une réforme qui est en train de s'installer. Oui, super, on va en parler effectivement tout à l'heure. Et puis Manuel, j'en profite pour rappeler ou informer les gens que la CNESST, c'est quand même près de 5000 employés. On ne se rend pas toujours compte de combien cette organisation est importante. Et puis, tu le mentionnais, une organisation paritaire
et qui a d'ailleurs la certification parité de la gouvernance au féminin depuis le tout début. Une belle progression que la CNESST a connue d'ailleurs au sein de cette certification pour avoir atteint même le niveau platine l'année dernière. Donc, une très belle fierté et merci pour la confiance de la CNESST en la gouvernance au féminin pour vous accompagner sur cet important chemin. Bana, j'aimerais parler maintenant de quelque chose d'assez douloureux dont on a beaucoup entendu parler aussi pendant cette pandémie, c'est la violence faite aux femmes et aux enfants. On a vu une croissance assez fulgurante de cette violence. Quelles en sont les raisons? Alors oui, moi je travaille donc au niveau de la violence conjugale depuis plusieurs années avec le bouclier d'Athéna, mais je peux vous parler en général que malheureusement la violence familiale a augmenté de 30% au niveau canadien et même internationalement. Et même les centres de femmes nous rapportent que la forme de la violence est plus sévère de 50%. Donc, c'est très alarmant tout ça. Et le facteur principal, écoutez, c'est l'isolement. L'isolement de la femme qui est le bonheur du manipulateur. Le manipulateur, déjà avant la COVID, c'est ce qu'il voulait faire avec sa victime. Et là, imaginez que la COVID lui apporte cet isolement sur un plateau. Et donc, la femme est complètement déconnectée de sa famille, de ses amis, de ses collègues. Des fois, le télétravail fait ça aussi. Quand on va au travail, on a un réseau et puis là, le télétravail fait qu'il y a une coupure au niveau des collègues. Donc, cet isolement a un impact énorme sur ça. Les autres facteurs, bien sûr, c'est que la COVID a augmenté, a affecté beaucoup la santé mentale. Il y a plus d'abus de drogue et d'alcool. Et ça affecte aussi les manipulateurs et fragilise la femme. On parle de perte d'emploi beaucoup chez la femme. Donc, la perte de revenus diminue l'autonomie de cette femme qui va être encore plus fragile auprès de son manipulateur. Donc, les chiffres de 30%, je vais être honnête avec vous, c'est très sous-estimé. N'oublions pas aussi que ces femmes-là ont peur de quitter la maison à cause de la COVID. Où allons-nous attraper la COVID? Est-ce que je vais mettre mes enfants en danger en quittant la maison? Il y a tout ce contexte aussi qu'il faut considérer. Oui, c'est vraiment dramatique et alarmant. Horacio, quelle piste de solution dans cette situation? Il faut comprendre qu'on est très conscient de ça. Là. Je vais vous dire, ben honnêtement, on sait très bien que quand on fait des actes ou quand on prescrit un médicament, il peut y avoir des effets secondaires. Et on a remarqué une augmentation importante des signalements à la DPJ. Il faut voir aussi que souvent les milieux de garde, les milieux scolaires, que les organismes communautaires, ce sont des endroits où on peut détecter des phénomènes et amoindrir l'impact. Il y a des enfants qui ne mangent pas actuellement à leur faim parce que ils n'ont pas leur collation, quoique l'école est ouverte, mais il y a plein de services comme ça qui ont été diminués. Et effectivement, on sait que l'isolement entraîne toute une série de conséquences chez les personnes âgées, des programmations, de la violence, bien entendu, les tensions qui augmentent, les gens à la maison du matin jusqu'au soir en télétravail, c'est clair. Mais moi, je pense qu'il faut ajouter des programmes. D'ailleurs, il y a eu des investissements de 10 millions pour aider à de l'aide psychologique. Il ne faut pas non plus voir ça comme étant tous comme une maladie, mais ça commence avec des stress. Mieux instrumenter les gens à gérer ces éléments-là, trouver des éléments compensatoires comme tels. Et puis, je pense aussi, si vous me permettez, indépendamment du fait, le vaccin va nous donner de l'espoir, mais il va falloir relâcher un peu certaines contraintes. Parce que là, actuellement, à trop prohiber, à mon sens, c'est comme un peu là, quand on fait une prohibition, il y a des effets pervers trop grands, des mécanismes compensatoires. Je pense que on doit revenir à un certain équilibre. Donc, dans les choix qui vont venir au cours je dirais, du mois de janvier, il faut falloir prendre ça en considération parce que ces impacts-là, ils sont longs à guérir aussi quelque part. Hein. Les enfants hypostimulés, la violence, etc. Ce sont des marques qui vont laisser des conséquences à long terme. Oui, on va avoir prévenu des cas de COVID-19 en termes de santé physique, mais on va avoir un bagage très, très important de conséquences. Et ça, je pense que c'est majeur qu'on réajuste un peu le tir, mais qu'on soit aussi très sensible à aller détecter des phénomènes comme ceux-là et être capable d'intervenir intensément, particulièrement quand ça va se remettre à se relâcher, pour être capable d'aller rejoindre ses clientèles. Je vais reposer une autre question à Bana avant de revenir vers toi, Manuel, tout simplement parce que le sujet
est quand même extrêmement important. Et si tu as quelque chose à ajouter sur cet élément, Manuel, n'hésite pas. Moi, j'aimerais parler aussi des femmes qui sont dans cette situation-là et qui sont peut-être des femmes issues d'immigration, qui ne parlent peut-être pas une des deux langues officielles, qui ont un réseau peut-être inexistant et qui vivent avec finalement un bourreau. Comment est-ce qu'elles peuvent se sortir de cette situation-là, ces femmes? Alors, écoutez, c'est sûr que puis le centre avec lequel je travaille, d'ailleurs, c'est un centre qui dessert plus de 32 multi-ethnicités, le bouclier d'Athéna. Donc, c'est sûr que la référence majeure actuellement au Québec, c'est SOS violence conjugale, qui est excellent et qui est très bien organisé. Mais comme tu dis, ma chère Caroline, il y a beaucoup de ces femmes immigrantes qui sont allophones, qui parlent ni français ni anglais, et puis qui n'ont pas non plus l'éducation d'aller vers les réseaux sociaux sur Internet pour être capable de rejoindre qui que ce soit. Alors, ces centres d'aide ont eu une très belle initiative depuis quelques semaines d'avoir mis des affiches de plusieurs langues dans les supermarchés et les pharmacies. Entre autres, ils ont commencé leur premier essai sur Côte-des-Neiges. Ça a été très, très bien accueilli. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'appels. Donc, c'est quelque chose que ces centres sont en train d'installer un petit peu partout, dans plusieurs langues, pour essayer de solliciter ces femmes à vraiment demander de l'aide. Oui, tellement important parce que cet isolement qui existait déjà avant d'ailleurs, mais il ne fait qu'être exacerbé par cette situation de pandémie. Manuel, je veux revenir à l'élément dont nous avons parlé tout à l'heure, qui était l'équité salariale, extrêmement important. Lorsque plusieurs pays au monde ont récemment mis sur pied des lois d'équité salariale, beaucoup de gens m'envoyaient ça en disant « Ah, c'est extraordinaire, il faudrait qu'on ait ça chez nous ». Là, je me disais, mais enfin, on a ça chez nous, on est parmi les premiers, on est certainement la première province au Canada et une des premières régions au monde à avoir mis sur pied l'équité salariale. Et je sais que toi, personnellement, Manuel, tu as été impliqué de manière très rapprochée. Alors, j'aimerais que tu nous parles brièvement c'était quoi, il y a 20 ans, il y a 25 ans, c'est quel âge elle a, cette fameuse loi d'équité salariale au Québec? La loi sur l'équité salariale, effectivement, va avoir bientôt 25 ans. C'est encore une jeune loi, mais je dis souvent que le Québec, il a été un des leaders, c'était un modèle là, parmi beaucoup d'autres sociétés. Et d'ailleurs, on reçoit régulièrement, même maintenant virtuellement, là, mais des délégations de d'autres pays qui viennent s'inspirer aussi de cette loi-là. Au niveau fédéral aussi, vous avez vu que plus récemment, il y a une loi sur l'équité salariale qui a fait son chemin. L'Ontario avait déjà aussi une loi sur l'équité, mais le Québec a fait beaucoup de pas là, parce qu'on est passé d'un écart salarial de près de 15% à l'époque. La loi a amené un écart qui est encore à diminuer, mais il est de l'ordre de 10% aussi également. Pourquoi on regarde aussi l'angle de l'équité salariale? Parce que justement, en temps de pandémie, l'équité, à ne pas confondre, je fais une petite parenthèse avec l'égalité salariale. L'équité salariale, c'est qu'il faut rémunérer à sa juste valeur des emplois à prédominance féminine. Donc, qui dit emploi à prédominance féminine dit certains emplois, que ce soit, on en a parlé tout à l'heure, dans le niveau de la santé, entretien ménager, alimentation aussi également. On compare souvent, par exemple, le travail d'un portier avec celui de la femme de chambre. Hein? On faut comparer des emplois qui sont différents. Et là, on compare les catégories d'emplois à prédominance féminine. C'est des biais qui sont ancrés en nous de façon presque socio-historique. On a commencé à parler d'équité à l'après-guerre où des emplois féminins, en fait, des femmes qui retournaient sur le marché du travail, se voyaient accorder moins d'importance à tout ce qui était le care, comme on dit, les soins faisaient en sorte que c'est tellement quelque chose qui était évident chez la femme que finalement, ça ne recevait pas sa rémunération à sa juste valeur. On tend à changer ça, puis Horacio, tu disais tantôt qu'il faut voir la femme différemment en introduction dans la société maintenant. C'est un chemin que, espérons-le, qui va continuer après la pandémie, mais la pandémie nous aura ouvert les yeux ou aura ouvert les yeux à certaines autres personnes sur ces aspects d'équité salariale qui sont très importants à prendre en compte. Pourquoi? Pas seulement pour toutes les questions de l'indépendance économique, de l'estime de soi, mais aussi plein d'autres facteurs qui sont la rétention, le maintien de la productivité, de l'expertise, etc. Donc, tant du côté des employeurs que par rapport aux droits des travailleuses,
c'est un plus, l'équité salariale. Alors moi, je pourrais en parler longtemps, là, mais je vais juste terminer sur une phrase de René Lévesque que j'ai eu à relire dans le cadre des 40 ans de l'IRSST, là, un organisme de recherche en santé et sécurité dont je suis la présidente du conseil d'administration. René Lévesque disait qu'une société qui donnait plus de place à l'économie qu'à l'humain était vouée à l'échec. Et je relis cette phrase dans le cadre de la pandémie, dans le cadre de toutes les activités qu'on a fait cette semaine, cette année et l'année passée, et je me dis que cette phrase est encore, c'est visionnaire d'avoir dit ça aujourd'hui. Il faut continuer à l'appliquer toujours et dans toutes circonstances. Je pense qu'elle peut s'appliquer pour l'équité salariale, mais elle peut s'appliquer pour bien des choses encore également. Donc, je pourrais en parler longtemps, mais il faut, et je fais du pouce sur l'angle que tu as abordé tout à l'heure par rapport aux travailleuses invisibles, hein, celles aussi qui sont dans les agences de placement, agences, nous, pour lesquelles on réglemente depuis cette année, où il faut qu'on émette un permis et ça nous permet d'aller surveiller. La loi a été changée l'an passé, elle est entrée en vigueur, donc la CNSST dispense des permis d'agences de placement. Toutes les agences doivent avoir un permis et ça nous permet effectivement d'aller faire ce contact direct auprès justement d'une section de travailleuses qui sont plus invisibles, qui ont moins voix au chapitre, mais pour lesquelles c'est extrêmement important de s'en occuper. Ce sont en majorité des femmes qui sont dans ces lieux-là. Et dernier point, la semaine passée, il y a eu une annonce de 115 millions là, que le gouvernement a débloqué dans le cadre du programme qu'on a appelé PARAF. C'est le programme d'aide à la relance de l'augmentation de la formation, le PARAF. Et ça, là, c'est extraordinaire pour des femmes et des hommes, là, mais des femmes surtout. Tantôt, tu le mentionnais, la majorité de celles qui ont perdu leur emploi, c'est des celles. 68% des gens qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie, ce sont des femmes. Et ce programme, par une aide financière de l'ordre de 500 $ par semaine, permet justement une qualification dans des secteurs où il y a des perspectives d'emploi importantes. Donc, moi, je pense que c'est un programme qu'il faut diffuser pour permettre justement à ces femmes-là de pouvoir exercer des emplois à des endroits où justement on en a effectivement besoin et où ils seront rémunérés à leur juste valeur aussi également. Tellement important parce qu'avec tout ça, on voit jusqu'à quel point d'être rémunéré adéquatement, d'avoir un emploi et de vivre dans un carcan d'équité salariale, eh bien, ça amène à plus de confiance en soi aussi. Tout à l'heure, Horacio mentionnait cette importance-là. Et puis aussi, ça peut soulager un certain stress financier qui, lui, contribue à avoir des problèmes finalement de mal-être. Horacio, très rapidement, avant qu'on passe à la période des questions du public, j'ai encore une tellement longue liste de questions que j'aimerais vous poser tous les trois, mais rapidement, tu nous avais parlé de l'importance de l'éducation à un jeune âge au sujet du rôle des genres pour éviter les conflits plus tard. J'aimerais t'entendre à ce sujet. Oui, écoutez, je pense que c'est un élément très, très important, notamment qui travaille aussi beaucoup sur la notion d'estime de soi et la gestion des conflits. Je pense de plus en plus dans nos milieux de garderie ou ailleurs, on essaye de documenter les conflits et permettre à chacun de s'exprimer, de prendre sa place aussi et d'être capable de négocier dans des situations difficiles. Par exemple, si on pense à la relation homme-femme, notamment à l'adolescence, quand les filles refusent certaines avances ou je pense à la question du harcèlement, la question du dire oui ou non, quand c'est non, là. Ce sont des choses qui, à mon avis, sont très importantes à inculquer à un très jeune âge pour qu'il y ait un respect mutuel, à mon avis, qu'on arrête les stéréotypes antérieurs du dominant, dominé. Et ça, je pense que ça se commence très, très tôt et ça va être très utile pour la prévention du suicide, pour la prévention de la toxicomanie. Ce sont tous des déterminants de la santé au niveau des fondements de la personne humaine. Mais malheureusement, on ne naît pas tous égaux. Hein. Il y a des enfants qui naissent dans des milieux plus favorisés, qui ont accès à l'éducation, etc. Et je pense que nos programmes doivent aussi favoriser la réduction des inégalités entre les différentes couches de la société. On parlait tantôt aussi des gens qui viennent d'un milieu ethnique, qui proviennent de d'autres communautés. Il faut aussi adapter nos programmes à ces réalités-là.
culturellement, ils ne sont pas identiques comme nous. Les relations par rapport notamment à la sexualité ou à la religion peuvent avoir une influence. Puis je pense qu'il faut travailler ça de façon importante en amont, tout en s'adaptant à la réalité, comme on doit s'adapter à la réalité autochtone ou autre dans nos différents programmes. Donc, la prévention, ça commence très, très tôt. Ça commence même avant la naissance, en donnant aux personnes des conditions sociales qui vont permettre de fonder une famille, à mon avis, adéquatement, et d'être capable de vivre, je vous dirais, souvenir aux besoins des différentes personnes. Je vais arrêter parce que je sens qu'il y a des 44. Et ce qui est important, c'est l'échange entre nous, parce qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures. Ma dernière chose, c'est que, vous savez, quand on veut faire moi je suis médecin de formation, quand on veut faire un bon traitement, il faut avoir le bon diagnostic. Il faut donc bien évaluer le problème. Et moi, je trouve que dans la société, la femme apporte un regard qui est différent de celle de l'homme, qui est complémentaire. Et je pense qu'avec nos deux forces, on est tous gagnants à l'intérieur de ça. Et les batailles que vont faire les femmes aussi, par rapport à un certain équilibre d'émission d'épuisement, vont aussi servir aux hommes, à mon avis, parce que il faut briser certains modèles de travail, à mon avis, qui ne sont pas aidants. Et la reconnaissance est un facteur très important pour prévenir des éléments. Et donc, l'équité est une forme de reconnaissance, à mon avis, qui est très importante et qui vont pousser nos femmes à aller plus loin. Bon, génial. On a clairement un nouvel ambassadeur de la gouvernance au féminin. Merci beaucoup. Pour ma part, justement, tout ce qui touche à l'éducation des jeunes, il y a quelques années, j'ai eu le grand bonheur d'être invitée par des jeunes à Toronto, le Upper Canada College, UCC, qui est le plus important collège privé probablement au Canada. J'avais l'impression d'arriver chez Harry Potter. Il y a les cravates. House of, les différentes houses, comme on dit, avec les différentes cravates. Et c'est une école pour jeunes garçons, privés, costumes, etc. Et ils avaient donc, une fois par an, ils ont une journée de conférence où ils peuvent choisir eux-mêmes quels sont les thèmes qu'ils souhaitent voir couverts. Et je me suis fait inviter par un groupe de garçons de 16 ans. Au début, je croyais que c'était une blague parce que j'ai reçu ça sur LinkedIn. Un jeune garçon de 16 ans, chinois, qui m'écrivait en me disant « Would you come to talk to us about the changing face of feminism ?» le visage changeant du féminisme. Et puis là, j'ai dit « Est-ce que je pourrais recevoir peut-être un email de la personne à la tête de votre classe ou de votre collège ?» Et puis effectivement, j'ai reçu un billet d'avion, ils m'ont invité à y aller et j'étais quand même en compétition avec des conférences comme l'exploration spatiale ou l'intelligence artificielle, mais je peux vous dire qu'il y avait la queue devant la salle dans laquelle moi je donnais ma conférence et c'était fascinant de voir jusqu'à quel point ces garçons-là sont, non seulement ils sont intéressés, mais ils veulent faire la bonne chose. Ils veulent simplement qu'on leur explique. Et j'avais d'ailleurs, je vous invite d'aller voir sur YouTube, il y a une vidéo qui donne la différence entre le consentement et une tasse de thé. C'est fait par les Britanniques, c'est extrêmement intéressant. Et je l'avais diffusé, j'ai dit, écoutez, en 2 minutes, vous allez comprendre exactement ce que veut dire le consentement. Quand on vous présente une tasse de thé et que vous n'en voulez pas, non, c'est non. Là, c'est la même chose. Alors, voilà. Donc, je vais inviter Sergina Guéry, parce qu'effectivement, il est 47, à venir se joindre à nous pour, bonjour Sergina. Bonjour à tous. Merci. Bonjour. À la gouvernance au féminin qui glanait les questions de notre cher public. Tout à fait, alors, merci. Parole à toi. Merci beaucoup. Rebonjour à tous. Merci pour vos excellentes interventions. Donc, nous avons plusieurs questions. On va tout de suite commencer par la première qui dit sur 100 femmes harcelées, violentées, battues, connaissons-nous la répartition géographique par strate, par langue parlée, par origine ethnique, par pratique religieuse? Puis moi, j'aurais même tendance à rajouter aussi des femmes au niveau professionnel, parce qu'on parle beaucoup d'immigrantes, on parle beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens, mais il y a aussi des femmes plus haut placées qui n'osent pas forcément parler de leur situation pour ne pas nuire à leur réputation ou leur image de marque. En tout cas, avons-nous des chiffres, justement? Bana, est-ce que tu veux prendre cette question? Non, malheureusement, les chiffres, non, je les ai pas. Par contre, je peux vous dire que ça atteint tout le monde et ça n'a rien à voir avec la race, ni la religion et ni le niveau d'éducation. Parce que moi, j'en reçois beaucoup de femmes par rapport à ça et puis je peux vous dire que l'intelligence n'a rien à voir. Tout est au niveau des émotions
Et j'ai déjà reçu des femmes très hautement éduquées, même dans mon milieu, dans d'autres milieux très éduqués. Donc, il ne faut pas avoir de préjugés et penser que c'est juste certaines cultures ou certaines femmes et de stéréotyper. On est toutes les femmes très... on peut tous être atteints de ce problème-là, malheureusement. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir ou on peut passer à la prochaine question? On va passer à la prochaine question. Alors, certaines femmes travaillent 50 à 60 heures semaine et à cela s'ajoute le travail invisible de 25-35 heures dont vous avez parlé tout à l'heure. Quelles solutions concrètes pour les employeurs et le gouvernement peuvent être mises en place, dans le fond, pour contrer l'épuisement professionnel? Manuel, Horacio? Ouais, en tout cas, moi, je peux vous dire qu'en premier lieu, c'est d'en parler. Et tantôt, quand je vous disais, c'est très important pour l'employeur d'identifier les risques psychosociaux dans l'entreprise. Donc, déjà, de s'asseoir, d'identifier ces risques-là, ça en fait partie, effectivement. Il ne faut pas nier que toute la question de la charge mentale, la question du contexte aussi, fait partie de ça aussi également. Je vais vous donner un exemple qui est dans le projet de loi 59, la réforme dont je parlais tout à l'heure. On a même été jusqu'à identifier les questions de violence domestique, de violence conjugale dans le cadre du projet de loi. Donc, c'est une première, comme d'autres provinces canadiennes l'ont fait, d'être capable de joindre cet élément-là. Donc, écoutez, moi, je pense que le premier geste en prévention, et c'est un petit peu nous ce qu'on préconise, c'est déjà d'en parler, de s'asseoir, d'identifier ces risques-là. Et ça vient avec la collaboration de tout le monde, tant du côté de l'employeur, mais que du côté aussi de l'équipe de travail, des travailleuses et des travailleurs, de la personne aussi elle-même. Tous ces risques-là psychosociaux dont on a parlé aujourd'hui, ils font partie du portrait qui sont à identifier. Ces écueils, ces dangers, ils font partie effectivement de la sphère à identifier dans les risques psychosociaux. Et je conclue en disant que c'est fini le temps où une blessure physique seulement était reconnue. Une blessure mentale, elle est invisible, une blessure psychologique, elle ne se voit pas, mais elle est tout aussi importante et de là l'importance de l'adresser, comme on dit, et d'en tenir compte aussi également en prévention, justement, pour pas qu'elle arrive, cette blessure-là, c'est de tenir compte de l'ensemble du contexte professionnel, s'assurer qu'on identifie aussi ensemble tous ces risques-là. Donc, nous, c'est un petit peu aussi dans le cadre de la réforme dont je vous parlais tantôt, ce qui s'en vient, d'identifier aussi ces blessures, cette potentiel de blessure-là, tout autant qu'une blessure physique, d'accorder tout autant d'importance, sinon plus, de s'assurer qu'on regarde tous ces angles-là. En tout cas, la pandémie nous aura amené à regarder aussi ces angles-là. Je remercie. Si je n'ai pas l'occasion de le faire en conclusion, Caroline, à nouveau, pour l'importance de ce sujet-là, puis l'importance d'en parler. Le premier geste, c'est de parler, effectivement, de ça. Manuel, oui, vas-y. Oui, si vous me permettez, il faut comprendre que la pandémie a fait ressortir des problématiques qui étaient déjà là avant la pandémie. Souvent, ce que ça fait, c'est que ça... puis la pandémie aussi, des fois, il peut être une source d'opportunités. Parce que, par exemple, on n'a jamais autant développé de télétravail. Bon, le télétravail, continuellement, sans appui, ça peut avoir des effets pervers, mais, par exemple, une plus grande souplesse dans les horaires de travail, ça peut être aidant. Une capacité d'avoir des journées de congés supplémentaires dans la semaine, ça peut amener un certain équilibre comme tel. Et puis, je pense qu'il faut en parler aussi à la fois au milieu de travail, mais aussi à la maison. S'instrumenter pour pouvoir en discuter avec son conjoint, si le conjoint est là. Des fois, il n'y a pas de conjoint non plus. Ça, c'est une autre chose. Et puis, ne pas hésiter de faire appel à des groupes communautaires qui peuvent aider dans certaines situations. Là. Mais moi, je pense qu'il faut repenser aussi le milieu de travail si on veut être capable de maintenir une quantité de ressources adéquate et on ne peut pas faire fi des problèmes de santé mentale. C'est très clair, ou des problèmes, je dirais, psychosociaux, là, pour pas parler de santé mentale, mais vraiment là, du stress important que les gens vivent. Tout à fait. Mais on parle de santé mentale, justement. On a une autre question. Que pensez-vous de la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle? Le problème actuellement, c'est que le burn-out n'est pas reconnu comme maladie. Et c'est reconnu comme un syndrome
qui est relié au travail. Donc, c'est sûr que moi, en tant que médecin, quand je dois écrire un papier d'arrêt de travail, je n'ai pas le droit d'écrire burn-out. Et ça me frustre depuis des années. Alors, je dois marquer anxiété, je dois marquer dépression, mais si je marque burn-out, ça passe pas. Alors, ça, c'est quelque chose, je pense que dans le futur, il va falloir travailler là-dessus et accepter, selon moi, c'est un avis personnel, c'est quand même une maladie, il faut le reconnaître et puis il faut arrêter d'écrire autre chose à la place du burn-out parce que c'est un burn-out. Et il faut le reconnaître comme maladie et ce n'est pas reconnu. Tout à fait. Merci. Une autre question. Quels sont les gestes à poser lorsque l'on pense avoir une collègue victime de violences conjugales, mais qui refuse de parler de sa situation? Est-ce que c'est bon? Tout d'abord, il faut quand même essayer d'en parler avec cette personne elle-même. Je pense que ça, c'est le plus important. Si on est aussi en contact avec l'entourage de la famille de la personne, mais malheureusement, c'est à la personne elle-même. C'est pas quelque chose qu'on peut rapporter parce que le problème, c'est que si on fait ça, bah, même si la police débarque chez la femme, elle va le nier. Parce que n'oublions pas que ces femmes-là il y a ce qu'on appelle un cercle de violence et des fois, ça va se ramasser ce qu'on appelle dans la phase de lune de miel où l'agresseur va, que ça soit psychologique, hein, c'est pas toujours physique non plus, mais où finalement le manipulateur va s'excuser, va donner des cadeaux, il veut dire c'est parce que je t'aime tellement, c'est parce que je t'aime trop que je fais ça. Donc la femme va défendre le manipulateur. Alors il faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là et je pense que ce qui est important, c'est de vraiment essayer de convaincre la personne elle-même parce que tant qu'elle-même ne veut pas d'aide, on peut absolument rien faire. On ne peut pas l'aider. Oui, tout à fait. Malheureusement. J'espère que... Moi, j'aurais voulu très rapidement peut-être juste demander à Manuel de nous parler dans le fameux contexte de cette loi 59. Tu m'avais mentionné l'obligation des employeurs d'accommoder les employés qui sont victimes de violences. J'avais trouvé ça très intéressant. Oui, ça me permet cette question-là. Merci pour la personne qui l'a posée, parce qu'effectivement, on se fait poser ces questions-là parfois, puis je suis entièrement d'accord avec la réponse que Bana a faite. Dans le projet de loi 59, ben, là, c'est un projet de loi, puis éventuellement qui verra avoir le jour, souhaitons-le, suite à une adoption et un examen par les parlementaires. Maintenant, ça appartiendra à l'Assemblée nationale. Une des choses qui a été faite dans ce projet de loi-là, c'est de permettre, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des comportements de violence conjugale qui se propagent jusque sur les lieux de travail. Donc, un conjoint peut suivre, je m'excuse, je vais parler au féminin, puisque les statistiques démontrent que la plupart du temps, ce sont des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Suivre dans le stationnement, harceler au téléphone, envoyer des courriels. Alors, quand l'employeur est informé, d'où aussi un premier pas, et effectivement, prendre les moyens pour protéger cette travailleuse-là. Puis on a des exemples très concrets d'employeurs qui ont eu toutes sortes de créativités importantes pour protéger ces femmes-là. Par exemple, changer le lieu de travail, changer le courriel, le numéro de téléphone, changer les horaires aussi, s'assurer qu'elles soient protégées. Moi, je vous dirais, je vais vous donner un exemple à l'inverse en télétravail, même je l'ai mentionné chez nous comme employeur, ne pas exiger un certificat médical si l'employé décide de vouloir aller travailler une journée au travail alors qu'elle devrait être en télétravail. Si pour elle, c'est salvateur le matin de se lever puis de s'en aller au bureau au lieu de rester là. Ça, c'est très important, je le redis régulièrement. Et enfin, je terminerai sur une note importante parce que, bon, on a un auditoire qui peuvent être aussi des multiplicateurs de nouvelles et d'informations. Je vais en profiter. L'indemnisation des victimes d'actes criminels, la DIVAC, qui est chez nous aussi également, on n'exige pas de rapport de police. Il y a bien des gens qui nous disent pourquoi vous ne faites pas ça, vous devriez le faire. La réponse, c'est non, pour les raisons justement que Bana vient de mentionner. Donc, c'est important. Il y a des gens qui sont indemnisés chez nous. On fait juste quelques vérifications, mais jamais on va leur exiger de porter plainte à la police. Ce n'est pas une condition sine qua non à l'octroi de l'indemnisation. Donc, moi, j'invite ces personnes-là à contacter notre direction chez nous, la DIVAC, la direction ou un CAVAC aussi, les bureaux de victimes d'actes criminels sont des partenaires là-dedans.
il y a des choses très importantes là qu'on a fait, par exemple, de pouvoir consulter notre site Internet sans laisser de traces d'historique sur l'ordinateur, pouvoir aussi s'en aller très rapidement sur un autre écran si quelqu'un arrive derrière elle pour consulter l'ordinateur. Donc, allez-y, non? Puis si vous connaissez des gens peut-être qu'ils ne sont pas prêts à vous en parler pour se faire aider, mais ils seront peut-être prêts à aller consulter justement les outils gouvernementaux. Ben, proposez-le, puis après la démarche, comme disait Bana, ça leur appartient aussi. Oui, mais déjà de proposer des outils, puis d'en parler. Mais attendez pas forcément de réponses, mais donner de l'information, c'est déjà un très, très grand pas. Puis je remercie celles et ceux qui le feront. Waouh, c'est fascinant. Il nous reste plus qu'une seule minute. Sergina, je pense qu'on ne peut plus vraiment prendre de questions du public, malheureusement. Est-ce que vous avez un mot de la fin, peut-être? Manuel, on t'a bien entendu et j'ai trouvé que c'était extrêmement riche ces dernières informations. Merci beaucoup. Bana, veux-tu dire un dernier mot et ensuite Horatio et puis on va... Oui, absolument. Moi, je suis médecin de famille. Je crois beaucoup à la prévention, quelle que soit la maladie, que ce soit physique ou mentale. Donc, je pense que merci de nous avoir invités. C'est en ayant des panels, des choses où on peut parler de ça qu'on va casser le tabou parce que ça reste la santé mentale, la santé psychologique, le burn-out, tout ça, ça reste très tabou encore. Et je pense qu'il faut en parler, il faut casser ça et faire de la prévention. Et c'est très important. Les choses comme ce panel qu'on vient de faire aujourd'hui. Merci, Caroline. Avec plaisir. Horatio? Ah, mute. J'allais dans le même sens. Je pense que si on veut régler un problème, il faut d'abord l'identifier et en parler. Moi, je pense que c'est la chose la plus importante. On a réussi à faire des pas dans le suicide au Québec. Tout n'est pas réglé, ça existe encore, mais on a amélioré les taux parce que justement, on a parlé, on s'est donné des instruments, on s'est formé, on a aidé les gens à détecter les phénomènes. Donc, moi, je pense que ça fait partie des débats à maintenir. Et si on arrive à éliminer, à mon avis, ces inégalités entre l'homme et les femmes, il y a beaucoup de problèmes qu'on va prévenir. Beaucoup de problèmes. Alors justement, ce panel a été enregistré, donc nous allons pouvoir également le diffuser grandement. On a des dizaines de milliers de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, donc je pense que le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui, on a plusieurs centaines de personnes qui nous regardent en live, mais on va pouvoir en profiter pour partager tout ce savoir et toutes ces informations-là de manière vaste. Alors, je vous remercie infiniment. Merci Sergina aussi pour la modération et toute l'équipe derrière aussi pour tout leur travail formidable. On vous donne rendez-vous donc le 27 janvier prochain de midi à 13h, alors qu'on reçoit Marie-Jo Zimmermann, la députée qui a écrit la loi des quotas en France, pour célébrer les 10 ans de cette fameuse loi, comme je le mentionnais en début d'événement. Je remercie encore une fois nos partenaires qui sont Air Canada, Ivanhoé Cambridge, la presse, le Globe and Mail et la CNESST. Et on vous laisse avec une dernière image qui est celle des entreprises qui sont enrôlées dans la certification parité de la gouvernance au féminin, un cheminement extrêmement important vers la parité hommes-femmes, mais aussi la diversité et l'inclusion dans son ensemble. Alors, toutes les entreprises qui ont plus de 400 employés sont invitées à emboîter le pas à toutes ces organisations très progressistes et qui s'assurent de resserrer l'écart entre les genres. Alors, encore une fois, merci infiniment à nos panélistes, à toute notre auditoire et puis à toute l'équipe de la gouvernance au féminin et aux bénévoles. Merci beaucoup et à bientôt. Joyeuses fêtes!